Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Suite au séisme qui a frappé notre pays, le monde entier a été témoin de l'immense élan de solidarité citoyenne et spontanée des Marocains, mais aussi des étrangers, des ONG internationales. De nombreux pays ont aussi proposé leur soutien. Le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, l'Espagne, le Qatar, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni qui ont mobilisé leurs équipes de recherche et de secours pour travailler aux côtés des équipes marocaines. Aujourd'hui, avec notre invité, le politologue Moustapha Shimi, nous allons essayer de comprendre les principes de l'aide humanitaire et définir des notions comme celles de diplomatie humanitaire ou de géopolitique humanitaire que nous avons beaucoup entendues ces derniers jours. Professeur Shimi, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Toujours un plaisir de vous recevoir. On va commencer faire un peu de pédagogie, professeur. Quels sont les grands principes de l'aide humanitaire? Parce qu'il y a des principes de l'aide humanitaire. Oui, tout à fait. Alors, on va parler d'aide, mais pour ce qui est de l'aide humanitaire, elle doit être distinguée de l'aide au développement. L'aide au développement est une aide, donc, en général, entre des États, les pays industrialisés en direction des pays non industrialisés en voie de développement. C'est un autre registre. L'aide humanitaire, c'est une aide qui présente un certain nombre de caractères, en tout cas qui devrait présenter ces caractères pour être plus prudent. Le premier caractère, c'est l'humanité, évidemment. L'aide humanitaire, c'est l'humanité, c'est-à-dire d'apporter aide donc, aux pays d'accueil, aux populations sinistrées, pour supporter, faire face à leurs souffrances. Ça, c'est le premier critère. Oui. Le deuxième critère, c'est évidemment la neutralité. Ça veut dire que ça ne doit pas être une ingérence dans la vie politique, économique, sociale du pays. Ne pas prendre parti s'il y a un conflit. Oui, voilà, s'il y a un conflit. Donc, on aide tous ceux qui méritent d'être aidés. Encore que les choses soient plus compliquées, on va sûrement y revenir. Le troisième critère, c'est l'impartialité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de favoritisme ethnique, communautaire ou autre, etc. Oui, d'apporter l'aide sans discrimination, c'est surtout dans les temps de guerre où il y a des... C'est pour ça qu'il y a ce critère-là, l'impartialité. Et le dernier critère, c'est l'indépendance, c'est-à-dire que c'est une aide qui doit être indépendante, mais qui doit en même temps respecter l'indépendance du pays d'accueil, et si ce n'est pas un pays, c'est des régions. Voilà en gros ce qui est retenu pour ce qui est. J'ajoute 2 autres points. C'est une aide qui est volontaire. L'aide humanitaire est une aide volontaire pour apporter assistance donc à des populations sinistrées. C'est une aide volontaire. Et deuxième élément à ajouter, c'est une aide ponctuelle. Qui correspond à une situation de catastrophe, de sinistre, donc avec des dimensions particulières. Et elle se distingue à ce titre de l'aide au développement, qui est une aide plus institutionnelle. Il y a autre chose, c'est que, très important, c'est que l'aide humanitaire, la demande doit émaner du pays sinistré où il y a un foyer où elle ne doit pas être, généralement on propose, mais on ne peut pas l'imposer. Hein. Il y a deux régimes juridiques, si je puis dire, pour ce qui est des décisions, des modalités de cette aide humanitaire. Il y a le premier régime quand le pays sinistré n'a pas d'autre choix, du fait d'une catastrophe exceptionnelle, cas de Haïti, en 2010, où il y a eu plus de 200 000 victimes, etc., où le pays lance un appel à l'aide internationale. Non discriminé, c'est-à-dire c'est un appel au secours qui s'adresse à tout le monde et donc la marge de manœuvre du pays sinistré elle est extrêmement limitée, c'est il y a un sinistre national, aidez-moi. Donc, et il y a un autre régime particulier, c'est quand une aide humanitaire est demandée par un pays de manière sélective. De manière sélective, il y a des pays qui n'acceptent pas une aide alimentaire d'autres pays pour des raisons de contentieux politiques, idéologiques ou autres, etc. Donc voilà un peu comment ça se présente. Alors il faut bien relever que l'aide alimentaire est un levier diplomatique. On va peut-être y revenir, je le dis maintenant, mais je voudrais ajouter autre chose aussi, c'est que ça pose un problème. Parce que l'aide alimentaire pose le problème du respect de la souveraineté du pays aidé. Absolument, parce que c'est très nuancé, levier diplomatique, oui, mais justement,
là, il y a l'importance de la souveraineté quand il s'agit de propositions d'aide humanitaire ou de secours internationaux au moment des catastrophes naturelles ou des guerres. Quelle est l'importance de la souveraineté et quand est-ce que cette souveraineté peut être touchée ou menacée ou juste l'intention de toucher cette souveraineté? Il y a le principe et puis il y a la pratique diplomatique. Le principe, c'est qu'une aide alimentaire, humanitaire, quelle qu'elle soit, doit respecter la souveraineté du pays sinistré, aidé. Ça, c'est le principe. Tout le monde adhère à ce principe-là. Ça fait partie des principes, d'ailleurs, du droit international, la Charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté de chacun. Maintenant, sa traduction pratique est plus problématique parce qu'il est bien évident que le fait d'être dans un pays sinistré qui accuse donc une situation exceptionnelle, une catastrophe naturelle ou autre, etc., fait que la souveraineté est un peu balisée, elle est un peu contractée, puisque vous êtes dans une situation objective, en tout cas, de dépendance par rapport aux donateurs. Et c'est là qu'il y a une zone grise, si je puis dire, entre le respect formel de la souveraineté que nous connaissons et dans la pratique, puisque vous dépendez de l'aide alimentaire, une aide humanitaire, l'aide médicale, secours, l'aide technique, sauvegarde, etc. Oui. Donc il y a là, alors ça dépend évidemment de plusieurs facteurs. Ça dépend de la légitimité du pays d'accueil, de la légitimité de ses institutions, du soutien des populations, et ça dépend aussi de la conception qu'il se fait de la souveraineté. Il est bien évident que si vous prenez un atlas du monde, il y a des dizaines de pays qui ont une souveraineté très limitée du fait de leur situation économique et sociale et du fait de leur dépendance par rapport à un système international qui est ce qu'il est. Alors, pour le cas du Maroc, c'est un pays émergent, on a les moyens, on peut se permettre de choisir, de cibler, j'imagine, les aides qu'on veut en fonction de nos besoins, en fonction des affinités, en fonction des ententes. Mais on a remarqué dernièrement qu'il y a eu tout un tollé autour justement de cette aide humanitaire soulevée par l'Hexagone, sachant que le Maroc a eu des dizaines de propositions de pays comme les États-Unis, pour ne citer que ceux-là, l'Allemagne ou Israël, et puis qu'il a fait un choix. Ce sont des pays amis. Et pourquoi cette tempête dans un verre d'eau? Alors, pour ce qui est du Maroc, je vous propose de distinguer entre une situation générale et une situation particulière, le choix de certains pays et pas d'autres. La situation générale, c'est qu'il y a eu le 8 septembre, vendredi 8 septembre, donc ce sinistre avec un bilan extrêmement grave, plus de 3000 morts, 5500 blessés, 300 000 personnes sinistrées, dont 100 000 enfants, des milliers de douars détruits, entre 5 et 6 000, etc. Donc c'est quelque chose d'important. Évidemment, ce n'est pas comparable au sinistre, au séisme qu'il y a eu en Turquie en février dernier, où il y avait 52 000 morts. Mais pour le Maroc, c'est extrêmement important dans la proportion qui est la nôtre, etc. Et le Maroc a reçu des propositions d'aide de 60 pays. Oui. Il y a eu un grand élan. C'est important, 60 pays. Est-ce que, je vais donner un exemple maghrébin, est-ce que la Libye a reçu une proposition d'aide de 60 pays? Oui. Ce n'est pas le cas. On est est-ce que solidaire avec d'autres la pays Libye, du continent ont reçu oui. un tel chiffre d'aide? Donc c'est important, ça prouve quand même le fait que le Maroc a une visibilité internationale et qu'il y a là un élan de solidarité qui tient aussi au faisceau de relations interétatiques, diplomatiques qu'il a avec les uns et les autres. C'est important, c'est un indicateur parmi d'autres. De la bonne santé. Oui, de la bonne santé, de la visibilité et la visibilité et du rôle du Maroc sur la scène régionale, continentale et autres. Maintenant, le problème que vous posez, c'est comment s'est fait la sélection des 4 pays. Et en incidente, vous avez posé le problème de la réaction française. La réaction française. Alors, les 4 pays, je n'ai pas de recette, d'ailleurs. Il n'y a que ceux qui savent et qui décident, qui savent sur quelle base les 4 pays ont été sélectionnés. Et il y a ceux qui ne savent pas et qui font semblant de savoir. Bien, alors je suis dans la catégorie de ceux qui ne savent pas. Mais j'ai un certain nombre d'éléments que je vous propose.
Le premier élément, c'est le choix des 4 pays. 2 monarchies du Golfe, c'est intéressant. Et quelle monarchie? Qatar et les Émirats arabes unis. Et de monarchies européennes. Oui, non, le Qatar, c'est important. Alors pourquoi le Qatar aussi? On peut penser que c'est du fait de la puissance d'influence de la chaîne qatari. C'est important parce que c'est un effet de médiatisation. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Les Émirats aussi, parce que nous avons d'excellentes relations avec les Émirats. Et les Émirats, donc, sont au premier plan pour suivre la coopération, de l'aide, etc. Voilà, pour les 2 premiers. L'Espagne, c'est intéressant. L'Espagne, c'est un pays qui est proche. Hein, c'est pas la Norvège, c'est pas la Malaisie. Le proche. Et donc, il y a tellement de liens et de rapprochements que ça devait être pris en compte, d'autant que l'Espagne, sur ce plan-là, a une position ferme maintenant sur la question nationale depuis donc avril 2022. Oui. C'est extrêmement important. Et ça, c'est notre prisme à nous. Oui, donc on a appliqué plus les paramètres particuliers qui nous l'Espagne, parce que le fait que l'Espagne est un pays qui, franchement, avait donc recorrigé sa position sur la cause nationale, et donc ça méritait d'être pris en compte. Alors, la question pour le Royaume-Uni reste posée. Alors, c'est un pays avec lequel le Maroc a un processus d'amélioration de relations qui est particulier. Il est discret, il n'est pas tapageur, mais nous avons un accord d'association avec le Royaume-Uni qui est entré en vigueur en janvier 2019, qui avait été signé en octobre 2018, en 2019, et nous avons d'excellents rapports. Et sur la question nationale, le Royaume-Uni a une position très constructive. Elle n'est pas encore alignée sur celle de l'Espagne, mais il y a un processus de maturation qui va conduire à cela à terme, d'autant qu'en décembre dernier, il y a une cour anglaise qui a infirmé un jugement de première instance pour ce qui est de l'annulation de l'accord de pêche suite à une saisine d'une officine ONG séparatiste. Donc il y a là un climat, c'était intéressant. Maintenant, pourquoi la France n'a pas été retenue? La France n'a pas été retenue parce que nous avons d'abord des relations froides, pour être diplomate, avec la France, marquées par la persistance d'un climat de tension sur plusieurs dossiers que vous connaissez, problème des visas, le problème de la rigidité, de la frilosité de la position de Paris sur la question nationale. Paris est aujourd'hui décalé par rapport à la position de l'Espagne, par rapport à la position de l'Allemagne, il faut l'importer, par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, Hollande, etc. Donc il y a là quelque chose qui bloque. Et puis il y a un autre élément évidemment cumulatif, c'est la question des visas. La mesure de visa prise en septembre 2022 est une mesure tout à fait restrictive. C'était septembre 2021. 21 pendant un an, puisqu'on a réduit de moitié le visa. C'était une punition collective qui a été très mal ressentie. Et il y a le fait qu'il y a un certain nombre de dossiers qui, par ailleurs, sont sur la table, qui ne sont pas réglés. Le problème de la réadmission des jeunes, situation régulière, tout ça, etc. Si bien que le niveau et la qualité des relations n'est pas la même qu'avec Qatar, les Émirats, l'Espagne, le Royaume-Uni. J'ajoute un autre point, il y a eu un matraquage de la presse française, des médias français, si vous le permettez, des médias publics. Je dis bien public, qui participe du pôle public français, vous le savez, notamment BFM, notamment RFI, France 24, etc. La presse écrite, plus la presse écrite aussi, qui n'est pas publique, mais qui est proche de l'Élysée. Oui, mais là... Et si vous le permettez... C'est que c'était de concert, parce que c'est un moment, c'était une mobilisation, un acharnement qui ont été très mal reçus au Maroc. Est-ce que cette fixation, parce qu'il y a eu le cumul de plusieurs choses, il y a plusieurs choses sur lesquelles on n'est pas en bon terme parce que, à cause des positions rigides. Et puis, il y a eu l'affaire Pegasus, des écoutes, il y a eu... Et puis, il y a l'affinité aussi. Il n'y a pas d'affinité. Parce qu'il n'y a pas d'affinité, parce que, vous savez... C'est une génération qui ne connaît pas l'histoire. Non, il n'y a pas d'affinité, parce que les relations entre Sa Majesté le Roi et le président français
sont des relations cordiales et de respect, Oui. mais c'est tout. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, le président français n'a pas d'affect. Il est sans affect. Il est sans affect pour ce qui est de la culture marocaine, maghrébine, africaine et autres. Son univers est un univers autre. Oui. Et d'ailleurs, ça se voit dans sa politique étrangère, etc. Il n'a pas le bagage qu'avait le président Mitterrand, de Gaulle, Giscard d'Estaing, etc. Alors, un autre point aussi pour ce qui est de la crispation française à propos... Parce qu'ils en ont fait une fixation. De la crispation marocaine à propos du refus d'une aide publique, je dis bien une aide publique, oui, pas privée, on va y revenir, on avait le sentiment qu'il nous fallait obtempérer à des sommations d'aide alimentaire. On a l'impression qu'on avait affaire à un système policier où vous n'avez pas respecté un feu rouge, il y a du doc, il y a le sifflet pour obtempérer. C'était extrêmement désagréable. Et d'ailleurs, le président français s'est placé dans ce registre-là. Je vais vous donner un exemple. Il l'a dit, il l'a redit, etc. Et puis, il est allé au sommet du G20 à New Delhi. 2 jours après, c'était le dimanche 10. Et sa première phrase, sa première déclaration au sommet du G20, c'est de dire « Nous avons proposé au Maroc une aide alimentaire ». Et il a aggravé ça, si je puis dire, par le fait de s'adresser directement aux Marocains et aux Marocaines pour leur dire « La France est disposée à vous apporter une aide alimentaire ». Humanitaire. Oui, humanitaire. Vous savez, permettez-moi humanitaire, c'est ça ? Humanitaire. Oui. Permettez-moi de signaler qu'on n'a jamais vu ça dans la pratique diplomatique. Oui. On n'a jamais vu un chef d'État s'adresser à un peuple étranger directement par-delà les institutions en place. Et ça, je crois que ça a été très mal perçu. Oui. D'ailleurs, c'est le seul pays qui s'est formalisé, à part l'Algérie. L'Algérie, c'est une autre histoire. On sait ce que c'est. On connaît la proposition, on sait ce que ça cache. Pour illustrer cette conduite du chef d'État français, on avait l'impression qu'il lui manquait que la phrase « Chabil Aziz ». Oui, parce qu'il a été jusqu'à s'adresser directement à nous, alors que c'était... Alors tout ça ne crée pas un climat. Pour autant le Maroc a accepté une aide privée. Parce qu'il y a une amitié entre les deux peuples, il y a des liens, il y a des relations. Une aide d'ONG, c'est une aide de secours. Oui. C'est une aide de secours, secours catholique, secours populaire, des dizaines d'ONG qui sont mobilisées, qui sont venues, etc. Donc nous faisons bien la différence entre une aide publique montée en épingle et présentée telle qu'elle a été présentée et une aide de solidarité humanitaire. Et puis il y a les 180 000 Marocains qui résident en France. C'est-à-dire qui sont aussi, qui ont fait le déplacement, les franco-marocains, qui sont venus en masse, il y a ces liens-là. Oui, tout à fait. Il y a eu d'ailleurs une forte mobilisation, c'est vrai, c'est presque 200 000, avec des mobilisations de moyens sur place, le transfert des moyens et leur participation ici. C'est quelque chose d'exceptionnel. Absolument. 2 mots justement pour qu'est-ce qui caractérise l'aide des ONG qui la différencie des aides, disons, officielles, des aides des États? L'aide des ONG, c'est une aide qui est une aide de soutien, secours, transfert d'aliments, encadrement, aide médicale, aide technique, etc. Elle s'insère dans le cadre de la politique marocaine de secours et de sauvegarde et d'assistance. C'est-à-dire qu'il s'insère dans le cadre de ce qui est décidé par les autorités locales au Maroc, dans la province d'El Haouz et les autres provinces. L'aide d'État est une aide qui se situe à un autre niveau, c'est-à-dire elle crée un lien, elle se veut bienfaisante, mais en même temps, forcément, il y a des arrière-pensées diplomatiques et politiques. Vous me tendez la perche. Est-ce que l'aide internationale peut être neutre ? Ça n'est jamais le cas, même si elle est déclarée officiellement dans les discours et les textes des uns et des autres. Une aide internationale n'est jamais neutre. Ça se présente comme une aide de bienfaisance, évidemment, mais une aide internationale publique
publique et même privée dans certains cas, parce qu'il y a une connexion, etc., c'est une aide qui permet l'installation dans un pays. Oui. L'installation durable, plusieurs mois même, etc. Ça offre quelles opportunités? Des opportunités de contact, la possibilité de s'installer, et donc forcément d'avoir dans le champ politique et social national des éléments qui sont là, qui sont au service de préoccupations ou d'arrière-pensées, sinon d'agenda étranger. Oui. Voilà. Mais en même temps, il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait une diplomatie de l'aide internationale. Oui, mais la diplomatie, comme avec les pays, la diplomatie humanitaire est une diplomatie qui n'est pas neutre. La diplomatie, elle est sélective. Je vais vous donner un exemple. Qui s'occupe aujourd'hui des 5 millions, je dis bien 5 millions de réfugiés, dont 2 millions pâtissent de la famine au Soudan? Oui. Personne. Vous avez vu une mobilisation de la France, d'autres pays? Je ne parle pas de ce qui se passe entre la RDC et le Rwanda, où il y a 1,5 million de personnes déplacées avec de gros problèmes de famine. Donc c'est pour dire que ce n'est pas neutre, c'est sélectif. L'aide humanitaire est un élément de la diplomatie humanitaire, laquelle est un levier de la diplomatie. Oui. Après, pour le cas du Maroc, on a eu 60 pays qui ont proposé leur aide. Rien n'empêche, si jamais il y a le besoin, d'accepter peut-être l'aide de 2 ou 3 autres pays dans une autre phase. Ça a été d'ailleurs la position du Maroc exprimée par un communiqué du ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui a dit que le Maroc avait arrêté une liste de 4 pays de donateurs, mais qu'il envisageait, suivant l'évolution de la situation dans les zones sinistrées, la possibilité de solliciter d'autres pays. Donc la porte n'est pas fermée. Plus encore, parce que nous sommes courtois, le Maroc a remercié les 60 pays, les 56 pays et les 4 évidemment, les 66 pays qui avaient proposé leur aide humanitaire. Donc tout ça doit être pris en compte pour dire que nous avons une diplomatie qui est responsable, qui est pragmatique, mais qui est en veille et qui est sourcilleuse quant à ses propres intérêts. Dernière question, et brièvement, quelles peuvent être justement, pas que pour le Maroc, en général, les dérives de l'aide, d'une aide humanitaire mal organisée ou avec des objectifs autres qu'humanitaires? C'est une aide évidemment qui doit être recadrée, mais quels sont les moyens possibles de recadrer, de réguler cette aide internationale ayant des arrière-pensées? Ça intéresse évidemment des organismes spécialisés. Oui. Ça intéresse aussi la vigilance des pays d'accueil qui doivent veiller à chaque cas pour voir ce qu'il en est. Mais c'est difficile, le Maroc a la capacité de faire face, et c'est pour ça qu'il a réagi comme il a réagi. C'est une question de souveraineté, mais aussi de capacité. Nous avons nos propres forces, nos propres compétences, etc. Et en complément, évidemment, les aides des 4 pays que vous avez cités. Mais combien de pays sont dans ce schéma-là? C'est-à-dire de faire montre de capacité, de souveraineté, etc. C'est une autre problématique. Merci beaucoup, Moustapha Shehmi, politologue. Merci pour votre éclairage et à bientôt, j'espère, cher monsieur. Merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.